La deuxième édition du Festival du cinéma Real Africa, organisé par CMG, a démarré début septembre à l'Université des langues étrangères de Beijing. Des cinéastes de pays africains tels que le Nigeria, la Tanzanie, l'Éthiopie et le Bénin ont été invités à présenter 10 œuvres cinématographiques sur les campus universitaires chinois. Outre la première rencontre à l'Université des langues étrangères de Beijing, une série de salons, de projections et d'activités d'échange ont également eu lieu à l'Université de communication de Chine, à l'Université Jiao Tong de Xi'an et à l'Université du Sichuan pour faire mieux découvrir le cinéma africain à la jeunesse chinoise et écrire un nouveau chapitre des échanges culturels et de l'apprentissage mutuel entre la Chine et l'Afrique. Cet événement a également reçu l'attention et le soutien des ambassades chinoises dans plusieurs pays d'Afrique. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous accueillons le réalisateur béninois Nukbo Wanu qui va nous parler de son cinéma et des perspectives de la coopération cinématographique entre la Chine et l'Afrique. Bonjour Monsieur Wanu. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Votre film Un destin rattrapé est projeté au Salon 2024 du film cinéma africain. Pouvez-vous nous présenter brièvement ce film? Merci beaucoup. Le film Un destin rattrapé raconte l'histoire d'une petite fille que le père a refusé de mettre à l'école. Mais la maman a pris son courage. Elle a fugué de la maison familiale, elle a fui avec sa fille et elles sont allées s'installer en ville auprès de sa sœur. 17 ans plus tard, cette fille est sortie inspectrice de police. Elle est nommée commissaire dans une ville à 600 km de là où elle est née. Et fortuitement, elle reçoit un coupable qui a commis un accident et il s'en va être que ce monsieur est son père. Là maintenant, elle est devant un dilemme. Tendre la main à son père ou s'entêter aussi et le renier. C'est un peu l'histoire que présente le film. C'est un sujet sur la société? Voilà, c'est un sujet sur la société et sur la nécessité de scolariser les filles pour leur émancipation. Mais dans un second volet, c'est de donner la parole à la femme, de donner plus d'opportunités à la femme, parce que pour nous, elle est le socle de la société, le socle du monde meilleur de demain que nous voulons construire. Que représente le cinéma pour vous et que souhaitez-vous transmettre à travers vos films? D'abord, ce que je veux bien faire voir à travers mes films, c'est demain. Présenter demain avec toutes les chances d'un monde meilleur. Parce que pour moi, le cinéma est d'abord une expression. L'expression de soi, l'expression de ce que nous sommes et l'expression de ce que nous désirons être. Donc pour moi, le cinéma, au-delà du fait que ce soit un vecteur de communication, le cinéma, pour moi, a trois fonctions. Premièrement, une fonction de divertissement, d'accord, mais aussi une fonction d'information, de communication, de partage de culture. Mais au-delà de tout, il y a cette troisième fonction qui me tient à cœur, c'est celle d'éduquer, de sensibiliser et de, je vais en quelque sorte dire, de nous performer. Donc voilà, chaque fois que je me mets devant la caméra, lorsque j'écris un scénario, lorsque je travaille sur une production, j'ai en tête ces trois fonctions-là. C'est-à-dire communiquer d'abord, informer, mais surtout éduquer, sensibiliser et si par-delà, pouvoir aussi divertir, j'aurai accompli ma mission de cinéaste. C'est à la fois une création artistique et un reflet de la société. Voilà, c'est-à-dire une création artistique où nous devons faire voir le beau, le magnifique, les émotions, mais aussi un reflet de la société où nous devons exhumer ce que nous sommes, exhiber ce que nous avons de bon et essayer de corriger ce qui, dans la société, n'est pas positif.
Quel genre de film préférez-vous réaliser? Mais moi, j'aime beaucoup les films d'action, il faut l'avouer. Je préfère les films d'action. Je me situe beaucoup plus dans des histoires vivantes, où le monde bouge, où on sent les nouvelles technologies, même si on retourne pour faire des films d'époque. J'aime beaucoup les films d'époque, mais l'action pour moi doit être présente parce que nous saisissons des moments clés de la vie pour faire passer des messages, pour divertir et aussi pour éduquer. Et c'est de retenir les moments où il y a de l'action. Donc j'aime beaucoup les films d'action, où il y a du mouvement, où on sent la vie, où on sent la chaleur, où on sent les émotions, que ce soit des pleurs, des rires, et aussi où le sentiment se révèle. Et quel genre de film le public africain préfère-t-il? Évidemment, le public africain préfère justement les films d'action, les films de mouvement. Cela est peut-être dû à notre éducation cinématographique, parce que nous avons été éduqués au cinéma à travers trois grandes nations. Premièrement, la Chine, ensuite l'Inde et les États-Unis. C'est principalement ça. Moi, je me souviens, quand on était petit, on a découvert le cinéma à travers Bruce Lee, avec ses stéréotypes, la culture chinoise, les traditions, les tenues. Ça a été ma première découverte. Ensuite, il y a eu la vague des films hindous, avec la musique tout le temps, la danse, l'expression des émotions. Ensuite, il y a eu les films américains, où c'est toujours la force, la violence, la brutalité, où c'est toujours le super-héros qui est présenté. Ouais, donc, ce sont ces films qui nous ont nourris. Donc, ce qui fait que on préfère les films d'action. Vous voyez, dans ces trois catégories, il y a eu beaucoup plus de films d'action, beaucoup plus de films de mouvement. C'est ça qui nous a nourris. Ce qui fait que les Africains, lorsque nous avons commencé par produire des films, pas moi, mais les générations qui sont venues avant moi, il y avait toujours cette nécessité de copier des films d'action. Mais j'ai découvert, moi, principalement, après que le cinéma africain n'est pas dans ce schéma typique d'action. Le cinéma africain est beaucoup plus vivant. Le cinéma africain est beaucoup plus trivial, convivial, ça dit la vie au quotidien. Et les petites histoires de la vie au quotidien nous enrichissent plus, nous révèlent plus et montrent ce que nous sommes. Et puis cela se sent aussi parce que si je prends par exemple dans l'ère Yoruba, ce sont ces genres de films qui ont été les grandes œuvres au box-office. Il y a Adjani Ogun, quand moi j'étais petit, c'est des films qui sont sortis. C'est justement pas des films d'action, mais c'est des films qui racontent le quotidien de l'Africain, le quotidien du Béninois avec les histoires sociales, les histoires de vie de couple, les histoires de famille, où principalement les sentiments sont révélés et constituent le socle même de l'expression des thématiques qui sont développées, telles que la sorcellerie, telles que la jalousie, telles que la polygamie. Voilà. Donc l'Afrique est beaucoup plus sociale, je vais dire, beaucoup plus vivante que de projeter des stéréotypes de réussite, des stéréotypes d'hommes, de super-héros ou des stéréotypes d'un amour fou comme on l'a vu dans le cinéma hindou. Non, on a beaucoup reçu de tout ça, mais cela ne nous a pas transformé, changé totalement. Lorsqu'on prend l'expression du cinéma africain, il y a beaucoup plus le social, beaucoup plus le trivial. L'homme, en quelque sorte, l'humain, révéler l'humain dans sa dynamique positive, dans ce que l'humain a à vendre de mieux, à offrir de mieux. Les films africains possèdent un attrait et une identité culturelle unique. Vous avez parlé de l'Inde, Bollywood, et des États-Unis, Hollywood. En Afrique, il y a Nollywood. Oui, en Afrique, il y a Nollywood. Il y a Nollywood au Nigeria
où on est assez proche, on est très proche de Nollywood, avec la dominance du Yoruba, les Igbo, et puis les Hausa, 3 grandes ethnies du Nigeria qui contribuent énormément à la production du Nollywood. Près de 2000 films. Près de 2000 films. Et moi, j'ai eu la chance de collaborer un peu avec cette industrie et qui, je vais dire, en 20 ans, est passée d'une expression extrêmement populaire, triviale, à une expression élitiste et très professionnelle. Parce que, vous voyez, parce que les films du Nollywood, il y a 20 ans, ce n'était pas des factures au niveau de la qualité du film, ce n'était pas de grandes factures. Mais il y avait l'expression, il y avait les émotions, il y avait cette envie, cette volonté de raconter l'Afrique, de raconter notre quotidien. C'est ça qui a permis à cette industrie de s'imposer. Parce qu'au fil des ans, l'apport du numérique faisant, les moyens de production se réduisant sur les projets, a fait qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui ont continué par s'exprimer et on a gagné en qualité. Aujourd'hui, je crois qu'on le veuille ou non, Nollywood constitue une vitrine forte pour l'Afrique et une industrie qui est en train de se mettre petitement en place. D'ailleurs, je crois que les grandes films, autant que Orange, Netflix et autres, s'intéressent désormais à Nollywood. Et je crois que ce n'est pas encore la fin. D'après vous, quelles sont les principales difficultés et les principaux défis auxquels est confronté le développement du cinéma africain? Je vais dire, pour moi, plus généralement, le principal défi, c'est le financement. Pour moi, je résume, c'est le financement. Le financement à 3 niveaux. Le financement principalement déjà dans la production, parce que faire du cinéma, il faut les moyens. Il faut les moyens. Vous n'avez pas les moyens, vous aurez les plus belles histoires du monde, vous ne saurez pas les exprimer comme il le faut. Donc, il faut les moyens. Il faut que nos États investissent dans le cinéma. C'est d'abord ça principalement. Et puis les 2 autres goulots d'étranglement, le financement les résout. Le financement les résout parce que ce qui va être les premiers besoins, je vais dire, c'est le personnel. Autant personnel technique qu'autant personnel artistique. Mais là encore, c'est toujours une question de financement. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passionnés pour faire du cinéma. Il y a beaucoup de techniciens, beaucoup de jeunes qui se forment. Mais s'il n'y a pas les moyens c'est-à-dire pour se spécialiser, s'il n'y a pas les moyens pour continuer leur formation sur le long terme, et s'il n'y a pas les moyens pour leur permettre d'être quotidiennement dans l'exercice de leur métier, de leur aspiration, on n'aura pas réglé ce problème. On aura beau les former, ils peuvent exister, mais l'industrie ne va pas naître. Et le 3e niveau, c'est justement le financement dans les équipements. Il faut toujours encore du moyen, parce que pour en arriver à une qualité de l'expression, en arriver à rendre les émotions ou à faire vivre les histoires que nous écrivons, il faut encore à ce 3e niveau toujours le financement dans les équipements, parce que si on te donne toute une chaîne d'équipements pour produire un film, ou si tu n'as juste que ton smartphone, tu n'auras pas le même film, évidemment. Donc moi j'estime, sur les 3 niveaux, c'est-à-dire les équipements, la formation, le personnel, et puis le financement même de la production, c'est toujours des questions de moyens. Donc je vais résumer, le plus grand besoin du cinéma africain aujourd'hui, c'est le financement. Et ce financement, qu'on le veuille ou non, procède d'abord par la politique. Il faut une volonté politique de nos continents, de nos dirigeants du continent pour vraiment donner un pouce au cinéma africain. Il faut du financement. Ces dernières années, avec l'approfondissement des échanges entre la Chine et l'Afrique, les cinéastes chinois se sont souvent rendus en Afrique et ont tourné des films à succès tels que War for Worry 2 et Operation Red Sea.
Et les films africains sont également fréquemment projetés durant les festivals chinois du film. Comment voyez-vous l'avenir des échanges et de la coopération cinématographique entre la Chine et l'Afrique? Mais nous rêvons vraiment que cette coopération puisse s'étendre et s'épanouir encore plus. Parce que c'est une chance énorme pour nous, à deux niveaux. D'abord parce que la coopération avec l'industrie du cinéma chinois est récente, comme tu le dis, c'est assez récent, mais on a remarqué une nette différence. C'est cette liberté que ce partenariat offre à l'expression du cinéma africain. Ça, il faut le noter. Cette liberté de pouvoir nous laisser vivre nos films. Parce que je voudrais insister, je vais dire, toutes les coopérations qu'il y a eu auparavant, notamment avec nous, principalement avec les pays européens, cela s'est fait dans un sens où on essayait d'imposer aux réalisateurs africains un cliché que l'Europe voulait de l'Afrique. C'est-à-dire, vous voyez, il faut qu'on montre une Afrique arriérée, il faut qu'on montre toujours les villages, les femmes pauvres, les filles nues, les hommes toujours au champ, alors que ce n'est pas ça l'Afrique. L'Afrique n'est pas que village, n'est pas que route, n'est pas que tradition. L'Afrique, elle existe aujourd'hui dans de grandes villes comme Lagos, comme Addis Abeba, Johannesburg. Non, l'Afrique existe aussi différemment. Est-ce que vous voyez? Et ce cinéma a beaucoup freiné, ce partenariat a beaucoup freiné le cinéma africain. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne voyait de l'Afrique que ces images-là, alors que ce n'était pas la vraie Afrique. Le nouveau partenariat que je remarque avec la Chine ces dernières années, par exemple, pour ma venue ici, on n'a pas dit « nous allons te payer un film, tu vas l'écrire comme ça et tu vas le faire comme ça ». Non, on a dit « quel film tu as ?» Quel film, selon toi, représente ton expression, représente le Bénin? Voilà, donc je suis venu avec un film du genre. Et ce genre de partenariat va beaucoup prospérer parce que les films qui vont en être ne vont pas être des films destinés seulement au festival, mais ce seront des films qui seront vus plus largement par le public africain et qui va donc nous permettre de mieux nous faire voir. Il y a aussi ce volet où c'est une opportunité pour nous de répondre à l'un des goulots dont j'ai parlé tout à l'heure, les équipements. Parce que vous voyez, avec l'industrialisation que la Chine a apportée au monde, avec la percée dans le numérique, les nouveaux formats, les nouvelles caméras qui sortent, et tout ça c'est grâce à la Chine, ça a réduit énormément le coût de la production. En tout cas pour nous, c'est une grande avancée. Et donc ça nous facilite. Avant, tu avais un projet, l'équipement seul prenait peut-être 30 à 35% de ton budget et cela gonflait le budget. Aujourd'hui, avec des caméras plus simples, une Arri, une Canon ou Sony, c'est des équipements qui nous permettent de travailler plus aisément. La lumière, dont le coût est réduit, la gestion du son. Le numérique, en tout cas, a beaucoup apporté grâce à l'industrialisation, à la performance des nouveaux équipements, ce qui réduit énormément le coût. Et ça, c'est à l'actif de la Chine. On ne peut qu'en être fier. Les films sont aussi une fenêtre de découvrir la culture locale. Voilà. C'est une fenêtre de découvrir la culture locale. Et c'est important. Vous savez, moi, il m'arrive parfois de dire que je connais mieux la Chine que certains Chinois. Parce que j'ai passé toute notre enfance à nous nourrir du cinéma chinois. Est-ce que vous voyez? Il n'y avait pas de week-end où on se faufilait de la maison pour aller suivre un film. Parfois, on manquait des cours pour aller suivre un film. Et c'était à l'affiche, il y avait principalement du cinéma chinois, grâce au karaté, à la découverte un peu de la tradition chinoise, l'habillement, les démarches. Le code vestimentaire, il y a tellement de choses que moi j'ai découvert.
autant pour les anciens films avec Bruce Lee, Jackie Chan, que pour les nouvelles productions, Jet Li et autres, des gens qu'on a idéalisés. Et nous découvrons leur culture, leur manière de faire, et cela nous enrichit. Donc en retour, j'estime que ces pays-là aussi, ces régions aussi, la Chine avec toute sa multitude, ce serait aussi merveilleux que la Chine découvre aussi nos productions, notre code, notre manière de faire qui est parfois différente de ce que vous avez ici, mais qui enrichit aussi. Donc, honnêtement, le cinéma, c'est cette grande opportunité qui nous ouvre au monde, qui nous permet d'échanger, de découvrir nos cultures. C'est des fenêtres ouvertes de part et d'autre sur le monde. Et dans cette vision d'avancer ensemble, de grandir ensemble. Comment les spectateurs africains perçoivent-ils le cinéma chinois? Ah ben, le cinéma chinois s'est imposé, comme je l'ai dit, à l'Afrique, tu vois, et on a toujours aimé. Et puis les générations se sont succédées tout en maintenant cette soif-là, tout en maintenant cette envie pour nous de vivre le cinéma. Peut-être, ici, vous ne le remarquez peut-être pas, mais nous, quand on dit cinéma, c'est d'abord Chine, ensuite les États-Unis et l'Inde. Ce sont ces dernières années, grâce à la télé, que peut-être un peu la Turquie, les pays de l'Amérique du Sud et les pays de l'Afrique du Sud, Angola, Mozambique, Zimbabwe, sont en train de monter sur les écrans. Donc, le public africain perçoit le cinéma chinois comme son cinéma, en quelque sorte. Ça nous a permis de codifier ce langage universel et de l'approprier pour notre expression propre pour l'Afrique. Qu'avez-vous retiré de ce voyage en Chine et de votre participation au salon du film cinéafricain? Ah mais je vais dire, c'est merveilleux pour moi, c'est splendide, c'est grand et puis c'est beau. D'abord par la démarche de nous donner la parole, par la démarche de nous laisser nous exprimer, par la démarche de choix du film qui vient de nous, mais aussi par cette ambiance, cet accueil. Vraiment, j'étais content. Je suis vraiment content, c'est ma première fois en Chine, de découvrir qu'il y a tellement de familiarité. Il y a cette vie en Chine au quotidien qui est humble. Voilà, c'est-à-dire il y a cette humilité dans tout qui vraiment, moi, m'a fait plaisir. Et aussi, j'ai découvert la grandeur de la Chine à travers, par exemple, la visite du palais d'été. C'est grand, c'est magnifique. Et puis, c'est beau. Et cela me rappelle un peu la culture de chez moi, cela me rappelle un peu les palais royaux d'Abomey, où les rois d'Abomey ont fait le prestige de mon pays. Vous voyez, je me sentais un peu comme si j'étais en train de retourner dans les palais royaux d'Abomey, où l'art, son expression, sa codification, le bâtiment, les petits détails, c'est important pour moi, c'est important pour moi qui viens d'une longue tradition, de retrouver cette même expression dans des sites aussi grands que le Palais d'été. Ça a été pour moi un véritable plaisir, un véritable plaisir. Et je suis content parce que la même démarche que j'ai vue ici, le gouvernement dans mon pays ces dernières années est en train de mener cette même démarche, de remettre en valeur les sites touristiques et artistiques du Bénin pour qu'en retour le monde puisse en profiter. Et c'est pour moi un plaisir de découvrir le Palais d'été. La Chine et l'Afrique entretiennent une solide amitié traditionnelle et de bonnes relations de coopération. Elles sont toutes deux le berceau d'anciennes civilisations avec une histoire plurimillénaire et un riche patrimoine culturel. Comment envisagez-vous le développement des relations sino-africaines? Le développement des relations sino-africaines s'impose. Elle est inévitable. Et la Chine et l'Afrique en donnent le meilleur exemple. Pris séparément, la Chine et l'Afrique donnent le meilleur exemple de cette volonté d'avancer dans le monde. Et
Cette coopération, comme je le dis, elle est inévitable. Elle est inévitable en ce sens où l'Afrique a beaucoup de potentialités. L'Afrique est un continent qu'il reste encore à construire au plan industriel, au plan urbain, dans la fabrique urbaine et au plan social. Mais la Chine a cette riche expérience qu'elle peut apporter à l'Afrique et l'Afrique peut apporter plein d'ouvertures pour la grande masse de la jeunesse chinoise parce que n'oubliez pas, vous dépassez le milliard en matière de population. Donc, il y a cette jeunesse qui est disponible pour relever de nouveaux défis et l'Afrique qui est ouverte à un partenariat gagnant-gagnant pour se révéler aussi. Donc, pour moi, c'est une relation inévitable et nous allons contribuer à cela parce que, pour moi, déjà, c'est de voir dans les prochaines années comment faire des œuvres qui nous mettent ensemble, qui nous feront communier, que ce soit des films documentaires pour la découverte du continent africain, que ce soit des films documentaires pour la découverte aussi de la Grande Chine, ce partenariat inévitable pour construire un monde meilleur. C'est votre premier voyage en Chine. Avez-vous l'intention de réaliser des films en Chine ou de travailler avec des cinéastes chinois? Je rêve non seulement de tourner en Chine et profiter des magnifiques décors d'abord et aussi de la technicité qu'offre l'industrie du cinéma chinois. C'est d'abord ça. Ce serait un grand rêve pour moi et puis je me suis promis depuis quelques jours que je suis là, je me suis promis de revenir pour faire de bonnes choses. Oui. Autant sur le plan documentaire pour la découverte que pour des films de fiction pour se révéler. Si vous aviez l'opportunité de tourner un film sur la Chine, quel sujet choisiriez-vous? Depuis que je suis là, il y a un sujet qui me revient beaucoup en idée, c'est de faire le retour d'un Chinois en Chine, 30 ans après. Depuis, j'ai une fixation sur un tel sujet parce que, vous savez, la République populaire de Chine avait offert au Bénin le stade de l'amitié. C'est le plus grand stade au Bénin jusqu'à aujourd'hui, qui a été construit dans les années 80. Et c'est des Chinois qui sont venus construire. Certains Chinois sont restés pour l'exploitation de l'équipement. Donc, et qui sont là encore jusqu'à aujourd'hui. J'ai fréquenté avec plusieurs et qui, entre-temps, ont fini par prendre femme au Bénin, par s'installer au Bénin, et ils sont là depuis une trentaine d'années. Il y en a qui reviennent en Chine. Il y en a qui ont fait parfois 5-7 ans avant de revenir une seule fois en Chine. Donc, j'ai bien envie de faire suivre un de ces personnages, au plan fictionnel évidemment, ou au plan documentaire, mais je n'ai pas encore fait le choix, de faire suivre un de ces personnages accompagné de sa compagne béninoise pour revenir en Chine. D'abord, comment lui-même il redécouvre son pays après, disons, 15 ans, voir l'évolution, le développement de la Chine. Et ensuite, comment faire intégrer cette étrangère dans ce milieu, dans cette ambiance, dans ce milieu cosmopolite, dans cette nouvelle Chine que lui-même aussi est en train de découvrir. Donc, une double découverte, une facette et un retour que j'attends de voir dans son regard à lui. Voilà, donc c'est une petite histoire comme ça qui m'intéresse. C'est très intéressant. Je l'attends avec impatience. Ce serait un plaisir, ce serait vraiment un plaisir pour moi de le faire et puis de le montrer sur grand écran. Ce serait magnifique pour moi. Merci, Monsieur Wano. Merci d'avoir accepté notre interview. C'est un plaisir pour moi et je suis content d'être là. Et vous ne pouvez pas savoir combien ça me fait chaud au cœur de découvrir la Chine dans sa grandeur. Merci. Merci.